Oui, madame, c'est Très bien. bien. Très bien. Donc, je disais par rapport à l'exercice 3, dans une entreprise produisant un article déterminé, on veut estimer la durée de vie de cet article en heures. À cette fin, on a observé un échantillon de 16 unités dont les résultats sont, entre parenthèses, en 1000 heures. On a 1,10, 1,05, 1,25, 1,08, 1,35, jusqu'à la fin de la série statistique où on a 1,15 euh, qui est la durée de vie de la 16e unité. Donc, première question, estimer l'écart type de la durée de vie d'un article. Donc là, automatiquement, on comprend qu'il s'agit de l'estimation ponctuelle de l'écart type. Deuxième question, donner une estimation par intervalle de confiance pour l'écart type avec alpha égale à 2 pour 1000. Donc, première question par rapport à l'estimation ponctuelle. Vous avez déjà la formule. Donc, estimation ponctuelle sans biais de la durée de vie est sigma chapeau, qui est la racine de n sur n moins 1 fois variance de x. Alors, si vous calculez ça, vous allez trouver un 0,11. Donc, la dernière fois, je vous ai fait un petit rappel par rapport au calcul de la variance pour une série statistique. Donc, vous avez la série statistique qui va de 1,10 jusqu'à 1,15. Et si vous voulez faire ou bien calculer la variance, il faut tout d'abord calculer la moyenne. La moyenne, comment on fait pour la calculer? On fait la somme de tous les nombres qu'on a divisé par leur nombre qui est 16. Donc 1,10 plus 1,05 plus 1,25 plus 1,08 jusqu'à 1,15. Ensuite, on divise par 16. Ceci nous aide à obtenir la moyenne. D'accord? Maintenant, on veut calculer la variance. Donc, c'est la somme de x i moins x bar le tout au carré divisé par n. Ça veut dire que vous allez à chaque fois faire 1,10 moins la moyenne que vous avez trouvée le tout au carré plus 1,05 moins la moyenne que vous avez trouvée, le tout au carré, plus 1,25 moins la moyenne que vous allez trouver, le tout au carré, ainsi de suite jusqu'à finir avec la 16e unité et à la fin, vous allez diviser par 16. Et donc, si vous multipliez votre résultat par 16 divisé par 15 et vous faites le tout en racine carrée, vous allez obtenir un 0,11. Et puisque, entre parenthèses, on nous a dit que les résultats sont en 1000 heures, donc ceci nous indique à multiplier 0,11 par 1000. Et donc, votre écart type, l'estimation ponctuelle sans biais de la durée de vie, d'accord, et l'estimation ponctuelle, bien sûr, de l'écart type, de la durée de vie des unités qu'on a, est 110 heures. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, Maintenant, madame. estimation, très bien. Estimation par intervalle de confiance. Maintenant, estimation par intervalle de confiance, comme on avait déjà fait la dernière fois. En fait, c'est la même procédure. Donc, on a notre formule de l'intervalle de confiance. Où, bien sûr, on a 1 sur K de 1 moins alpha sur 2 et 1 sur K de alpha sur 2. Le tout, on va le multiplier par la somme de x et moins x bar le tout au carré. Ceci, c'est 1 fois la, la, n fois l'écart type. Donc, ou bien n fois la variance. Je dirais que la somme de ceci, c'est 1 la variance. D'accord? Donc là, les cas de 1 moins alpha sur 2 et les cas de alpha sur 2, là que ce sont les quantiles d'ordre alpha sur 2 et 1 moins alpha sur 2 de la loi qui 2. Donc, c'est la première des choses qu'on va calculer. Exactement comme on avait fait la dernière fois. Et on n'oublie pas qu'on nous a dit que le alpha est égal à 2. D'accord? Pour 1000. Donc là, vous faites 1 moins 0,02 sur 2 et ça va vous faire un 30,578. Donc, quand vous allez faire la lecture sur la table de la loi qui 2, vous avez, vous avez 15, d'accord, avec
vous allez calculer, le nombre de degrés de liberté, c'est 15, c'est 16 moins 1, c'est ça. Et vous allez calculer le 1 moins 0,02 sur 2. Pour cette valeur que vous avez ici, avec le nombre de degrés de liberté 15, vous allez trouver le 30,578. Vous pouvez tout de suite vérifier ça. Alors, si on fait un calcul de 1 moins 0,1 moins 0,02 divisé par 2. Donc, ceci nous donne 0,99. Donc, automatiquement, on va jusqu'à 99%. Alors, avec le 15, ça nous donne un 30, voilà, avec le 15 comme degré de liberté, ça nous donne un 30,578. Bien. Maintenant, pour là, je vous ai donné quelques indications par rapport à la somme de tous les chiffres qu'on a dans la série statistique. Si vous divisez par n, ça va vous donner un 1,2. Donc la moyenne, c'est 1,2 et la variance, c'est 0,01. L'écart type, c'est 0,10. Très bien. Alors ensuite, vous avez le n fois la variance, ça va vous donner cette somme que vous avez ici, la somme de x i moins x par le tout au carré divisé par le qui de 1 moins 0,02 divisé par 2. Donc là, vous avez, si vous faites cette division, vous aurez un 0,0046. Et on note que c'est sigma 1 au carré, ça veut dire que c'est la variance. Nous, on nous a demandé l'estimation par intervalle de confiance de l'écart type. Donc, il faut passer par la racine carrée de ceci pour obtenir la valeur de l'écart type. Ça nous a donné un 0,068. Donc, ceci est par rapport à la première borne. Maintenant, on passe à la deuxième borne. Donc, la première... Madame, Oui, j'ai pas compris comment on a trouvé la variance. je parle de la variance. Oui, madame. J'ai expliqué ça. Vous avez... Alors voilà, d'une manière générale, vous avez la somme x moins x bar le tout au carré divisé par n. C'est la formule de la variance, n'est-ce pas? Alors, comment Oui. faire pour calculer x moins x bar le tout au carré? Pour le x bar, le voilà. Le x bar, c'est quoi? C'est la somme de tous les nombres que vous avez divisé par n. D'accord? C'est la moyenne x bar. Et c'est cette formule-là. Ça nous a donné 1,2. D'accord? Ensuite, vous avez que la variance, c'est cette formule, c'est cette somme de x et moins x bar le tout au carré divisé par n. C'est la variance. Alors, comment faire pour la calculer? À chaque fois, vous allez prendre votre xi. Xi désigne les chiffres de la série statistique que vous avez. Donc, à chaque fois, il faut faire un chiffre. Vous allez prendre le premier chiffre moins le x bar que vous avez trouvé ici, 1,2, et vous allez faire le tout au carré. Ensuite, vous allez faire un plus. Et vous faites la même chose pour le deuxième chiffre de la série statistique. Vous avez 1,10 moins 1,2, le tout au carré plus 1,05 moins 1,2 le tout au carré, plus 1,25 moins 1,2 le tout au carré, et ainsi de suite jusqu'à finir avec tous les chiffres que vous avez. Lorsque vous allez finir tout ça et vous allez obtenir une valeur, vous allez la diviser par 16, qui est n, d'accord? Et ceci va nous donner la valeur de la variance. C'est clair? C'est bon? Bref, alors là, pour la loi qui 2, euh, le quantile de l'ordre 0, alpha sur 2, c'est le qui 2 de 0,02 sur 2. D'accord? Donc, si vous faites ce calcul, alors on divise 0,02, on la divise par 2, eh bien, ça va nous donner un 0,02.
0,1, ça veut dire 1%. Si on va à la table statistique, vous avez voilà le 1% avec le 15 qui est le nombre de degrés de liberté. Voilà, ça nous donne un 5,229. Un 5,229. Et au final, ça va nous faire un 0,0499. Si vous faites ceci en racine carrée, ça va vous donner un 0,223. Voilà. Comment on a choisi 15 comme le nombre de degrés de liberté? C'est la taille de l'échantillon moins 1. Quelle est la taille de l'échantillon? On a observé un échantillon de 16 unités. C'est-à-dire la taille de l'échantillon, c'est 16. Et si vous faites moins 1, ça va vous donner le nombre de degrés de liberté. Bien, qui est 15. Alors, l'intervalle de confiance pour l'écart type A2 pour 1000, c'est 0,068 et 0,223. Très bien. On passe. Je vais voir s'il y a des questions. C'est bon. Donc, on passe à l'exercice 4. Alors, sur 100 clients d'un café, 85 demandent un café au petit déjeuner. Donnez une estimation ponctuelle de la proportion des clients qui prennent un café. Donc, pour nous, automatiquement, on va comprendre après la première phrase. On va directement comprendre de la proportion, puisqu'on a soit un client va demander un café pour le petit déjeuner, soit il ne va pas le demander. Donc, on a 4 sur 100, on a 85 qui demandent un café. Donc, donner une estimation ponctuelle de la proportion des clients qui prennent un café. Alors, pour ceci, il faut calculer le petit p. Alors, le petit p, c'est le 85 divisé par 100. C'est le nombre de personnes qui vont prendre un café au petit déjeuner divisé par le nombre total des personnes qu'on a, par exemple, demandé ou à qui on a demandé la question. Donc, ça nous donne un 0,85. Bien, maintenant, deuxième question, donnez l'intervalle de confiance à 1% de risque d'erreur de cette proportion. Alors, pour ceci, vous avez déjà la formule. Alors, comme j'ai déjà rappelé la dernière fois, pour la variance et pour la proportion, vous avez une seule formule. Il n'y a pas de cas à discuter. C'est pour la moyenne qu'il y a des choses à discuter. Donc, pour la, pour la, pour la proportion, vous avez la formule qui est claire. D'accord? C'est P moins Z de 1 moins 0,01 sur 2 fois la racine de P facteur de 1 moins P sur N. Et P plus le Z de 1 moins 0,01 sur 2 fois la racine. C'est la formule que vous avez. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit rappel si vous cherchez ceci dans votre fichier PDF du cours. Donc, pour pouvoir utiliser ceci, bien sûr, on a besoin de vérifier quelques conditions qui nous permettent d'utiliser la loi normale. Ces conditions sont le fait que le n doit être supérieur à 30 et le n fois p supérieur à 5. Donc, si vous avez, alors le n, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon, ça veut dire le 100. Alors, 100 est supérieur à 30, bien évidemment. Et le n fois p, ça veut dire 100 fois 0,85, eh bien, ça nous donne 85. 85 est largement supérieur à 5. Et donc, on a les deux conditions qui sont vérifiées. Automatiquement, on va utiliser la loi normale centrée réduite pour notre calcul de l'intervalle de confiance pour la proportion. Donc, pour ceci, on a besoin encore de Z de 1 moins 0,01 sur 2. Alors, pour ceci, vous allez calculer comme on a déjà fait, 1 moins 0,01 sur 2. Ensuite, vous allez, vous connaissez la lecture sur la table de la loi normale centrée réduite, ça va nous donner un 2,575. C'est pas bien. Alors, ça nous donne un 0,995. Et si vous faites cette lecture, automatiquement sur la table de la loi
normalisation très réduite, vous aurez un 2,575. Donc, si vous multipliez ce 2,575 par la racine de P facteur de 1 moins P, ça veut dire 0,85 facteur de 1 moins 0,85 divisé par 100 en racine carrée, bien sûr, ça va vous donner un 0,092. Et pour la première borne, vous allez faire 0,85 moins 0,092. Pour la deuxième borne, vous allez faire 0,85 plus 0,092. Et vous aurez ces deux valeurs, 0,758 et 0,942. Madame, le risque d'erreur est de combien pas? Oui, exactement. Alors, vous avez le E2. Oui, oui, exactement. Alors on l'a fait avec 2%, mais cependant, si vous faites votre calcul avec pour 1000, oui, il y a le mot pour 1000 que je vais voir. Peut-être que je vais l'enlever pour le remplacer par 2%. D'accord? Mais sinon, si bien sûr vous avez pour 1000, vous allez changer ça. Vous allez changer les valeurs par rapport au quantile, surtout. Si on veut le degré de liberté, on soustrait toujours par le nombre 1. Oui, le nombre de degrés de liberté, c'est tout le temps la taille de l'échantillon moins 1. Taille d'échantillon moins 1, c'est une règle. Exactement. Bien. Donc, je pense que c'est clair, monsieur Trers. Alors, Oui, voilà. c'est bon. Alors, on l'a pris 2%. Sinon, si on travaille par 2 pour 1000, de toute façon, je vais enlever le mot. Sinon, pour vous, vous le notez. On a travaillé avec 2%. Mais sinon, on ne peut pas. Sinon, on aura des valeurs différentes par rapport au quantité. Donc maintenant, deuxième question, je reviens à l'énoncé d'exercice. Donner l'intervalle de confiance à 5% de risque d'erreur de cette proportion. Donc 5%, là, il n'y a que les quantités qu'il faut changer. Donc puisque n est supérieur à 30, n fois p supérieur à 5, vous aurez le z de 1 moins 0,05 sur 2 qui nous donne 1,96. Donc, là, si vous multipliez le 1,96 par la racine de p facteur de 1 moins p sur n, vous aurez un 0,070. Maintenant, pour l'intervalle de confiance de la proportion, c'est 0,78 et 0,92. Donc, voilà, c'est votre intervalle de confiance. Maintenant, quatrième question, discuter la sensibilité de l'intervalle de confiance en fonction du risque d'erreur. C'est la même procédure qu'on a déjà fait la dernière fois. Donc, vous avez, en faisant varier le risque d'erreur de 1% à 5%, soit plus de 400%. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait 0,01 moins 0,05 divisé par 0,05. Vous aurez un plus 4% de variation. L'amplitude de l'intervalle de confiance varie de 0,184, d'accord, à 140. Comment on a obtenu le 0,184? Eh bien, en faisant 2 fois 0,092 ou bien, vous pouvez faire comme on a déjà fait la dernière fois. Ça, c'est juste des formules qui vous donnent plus de méthodes qui vous permettent de calculer l'amplitude. D'accord? Mais sinon, vous pouvez faire comme la dernière fois, le 0,92 moins le 0,78. Et pour l'intervalle de confiance de la deuxième question, 0,942 moins 0,758. Et d'ailleurs, vous allez trouver les mêmes résultats.
Sauf que puisqu'on a un intervalle qui est symétrique, donc le 2,0,092 à 140 qui est le 2,078, soit, alors là, comment vous allez faire votre, alors là, vous avez, non, alors vous avez 0,70. Alors, excusez-moi, là, c'est 1,4. C'est pas 140. C'est 1,4. D'accord? Alors, vous avez, et ensuite, si vous faites votre calcul, voilà, divisé par, exact. Donc, vous avez, j'ai pas compris comment trouver 400%. Alors, pour le 400%, vous allez faire 0,01 moins 0,05, moins 0,05 moins 0,05 moins 0,01 divisé par, alors vous allez faire 0,01 moins 0,05 divisé par 0,01. Et ensuite, c'est 0,05 moins 0,01 divisé par 0,01. Et vous allez obtenir un 4. Et car si vous multipliez par 100, ça va vous donner plus 400%. D'accord? Est-ce que c'est clair? Comment on a obtenu le plus 400%? Bien, très bien. Donc là, on passe, on a fini avec la série de TD3. On passe au quatrième chapitre, et dernier bien sûr, introduction aux tests statistiques. Donc, premièrement, on va commencer par la définition. Un test statistique est une procédure permettant de trancher. Avant de commencer ça, s'il vous plaît, alors là, j'ai déjà posté pour vous la TD, la série de TD5 et 4. D'accord? Alors, sur la série TD4, permettez-moi tout d'abord de les projeter. Alors, vous avez la série de TD 4 et 5. On a encore 6. Donc, TD 4. Bien. Alors, sur cette série de TD, je vous ai déjà posté ça. Il y a vraiment des exercices de renforcement par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. Les 3 premiers chapitres, le rappel, l'échantillonnage et l'estimation. Donc là, vous avez à chaque fois des calculs, ça englobe vraiment tout ce qu'on a vu, l'échantillonnage et l'estimation. Donc, déterminer pour 300, l'échantillonnage étant non exhaustif, exhaustif. Vous avez aussi la probabilité d'avoir un taux de notoriété, c'est-à-dire la proportion. Alors là, vous avez des exercices divers par rapport aux 2 chapitres principaux.
bien sûr, sinon, il y a aussi le chapitre de rappel. Et pour la série de TD5, là, ça comporte sur les tests statistiques. Donc là, vous avez les, euh, les tests statistiques, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vous ai posté déjà ces deux séries de TD. Pour la série de TD4, je vous conseille déjà de la travailler, d'accord, chez vous. Et ensuite, nous, on va faire les tests statistiques, on va faire la série de TD, des tests statistiques. Et si on a encore plus de temps, on va corriger cette série de TD ensemble. Bien. Donc, on passe maintenant au cours. Un test statistique est une procédure permettant de trancher entre deux hypothèses, en prenant une décision à partir d'informations fournies par un échantillon. Donc, qu'est-ce qu'un test statistique? Au début, qu'est-ce qu'on fait? On pose deux hypothèses et le test statistique nous permet de trancher entre ces deux hypothèses et ça nous permet de prendre une décision à la fin, d'accord? À partir des informations que l'échantillon nous a fournies. Donc, on a plusieurs types de tests statistiques. Le test de comparaison, le premier, il constitue à vérifier si un échantillon peut être considéré comme un extrait d'une population possédant telles caractéristiques comme la moyenne, la fréquence, la variance. On a le test d'égalité. Il consiste à comparer un certain nombre de populations en utilisant le même nombre d'échantillons. Le test d'ajustement consiste à vérifier si un échantillon peut être extrait d'une population donnée. Le test d'indépendance, il consiste à contrôler l'indépendance de deux ou plusieurs critères de classification. Et donc, c'est les types de tests, c'est tous les types de tests qu'on pourrait avoir. Sinon, pour nous, on va travailler avec un seul. Donc, le concept d'hypothèse. Pour prendre une décision statistique, il faut formuler généralement deux hypothèses. D'accord? Les deux hypothèses dont on a parlé de la définition. On a deux hypothèses. La première, c'est l'hypothèse nulle, qu'on note H0. Elle est quoi? Elle est l'hypothèse qui est supposons vraie en faveur du décideur, jusqu'à preuve du contraire dont on cherche à vérifier par un raisonnement statistique. Donc, on nous dit par exemple dans un exercice que le QI, d'accord, le quotient d'intelligence, est élevé chez une certaine population. D'accord? Moi, je vais supposer ça. Je vais supposer, par exemple, que chez une certaine population d'un certain pays des X, et le QI est élevé. D'accord? Et nous, on a besoin de vérifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit échantillon. On va prendre un échantillon et passer des tests pour les individus de cet échantillon et vérifier si notre hypothèse est effectivement vraie ou non. Donc, l'hypothèse nulle, c'est le fait que cette population a le QA qui est élevé. Maintenant, l'hypothèse alternative, notée H1, l'hypothèse qui sera acceptée si H0 est rejetée. Donc, si au final, on trouve que l'hypothèse H0 est rejetée, c'est-à-dire elle n'est pas vérifiée, elle est fausse, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On accepte l'hypothèse H1, qui est l'hypothèse alternative. Maintenant, le concept de risque. Toute décision statistique comporte des risques d'erreur. Il se peut, parce qu'on a pris un échantillon sur lequel on a fait notre étude et automatiquement, on va en tirer un résultat final. Alors, ce résultat final peut comporte un risque d'erreur, d'accord? Ça peut être erroné. Et ce risque d'erreur, on l'appelle alpha. C'est ce qu'on avait fait depuis le début avec le chapitre d'estimation. D'ailleurs, vous allez remarquer la partie sur laquelle on va travailler avec ces notions. Donc, celle-ci comporte deux types de risques. On a le risque de première espèce, c'est le risque de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. C'est-à-dire le risque, le risque avec lequel on va dire que l'hypothèse H0 qu'on a supposée au début est fausse alors qu'elle est vraie. Ce risque est appelé le seuil de signification du test et noté alpha. Maintenant, le risque de deuxième espèce, c'est le risque de ne pas acheter H0, dire voilà, elle est vraie, on va l'accepter, alors qu'elle est fausse. Ce risque est appelé puissance du test et noté 1 moins bêta. Et là, on a aussi un autre concept ou bien un autre vocabulaire qui est la région d'acceptation et région critique.
Alors, quelle est la région d'acceptation? Tout d'abord, soit X une variable aléatoire qui définit sur une population dont la loi de probabilité dépend d'un paramètre. Considérons un échantillon de taille petit n extrait à partir de cette population notée x1, x2 jusqu'à xn. Maintenant, la région d'acceptation, c'est quoi? Elle est notée tout d'abord grand A et elle est la partie de l'espace de l'échantillon qui permet d'accepter H0. Ça veut dire là, ou bien l'intervalle où on a la H0 vérifiée. C'est-à-dire elle est vraie. Autrement dit, voilà, c'est A avec tout avec l'élément x1, x2 jusqu'à xn, ou H0 pour lesquels H0 est vrai. Région de test statistique, sachant que l'hypothèse nulle est H0, bien sûr θ égale à θ0, et le paramètre calculé sur l'échantillon. Alors, quand on parle de θ, ça peut être la moyenne, ça peut être l'écart type ou bien la variance, ça peut être la proportion. Et le paramètre calculé, maintenant le θ0, c'est la valeur de notre paramètre, que ce soit la moyenne, la variance ou bien la proportion, ou bien qu'on a désigné sur la fréquence, bien sûr, ce qu'on a désigné sur notre exercice. Et le paramètre calculé sur l'échantillon est égal à θ chapeau, peut-être en général différent de θ. Alors, il faut expliquer cette différence et déterminer la variable de décision concernant cette décision. Alors, si θ chapeau est l'estimateur de θ, alors la variable de décision de ce test est θ chapeau. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une région critique? La région critique ou de rejet, notée R, est l'espace des échantillons permettant de rejeter H0. Autrement dit, c'est l'espace où on a la H0 qui est fausse. Formulation des tests statistiques. Alors, soit une formulation au sein de laquelle un échantillon aléatoire est simple et extraite. Cette population est caractérisée par un paramètre, moyenne variance, et estimée par un estimateur θ chapeau. Alors, θ chapeau désigne le paramètre de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne empirique, fréquence, variance empirique, etc. Alors, tout ceci en utilisant cet échantillon. Maintenant, la formulation de l'hypothèse nulle, comment on fait? Supposons que la vraie valeur de θ est inconnue, c'est-à-dire la valeur la valeur du paramètre de la population globale, c'est-à-dire soit la moyenne globale, soit la variance globale de la population globale, soit la proportion de la population globale. Alors, attribuons une valeur θ0 à θ chapeau et testons la validité de cette hypothèse. L'objectif de ce test est de vérifier si θ est égal ou non à la valeur θ0. Donc, quelle est notre hypothèse? L'hypothèse nulle est donc H0. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est le fait de poser que θ, c'est θ0. Ça, c'est la première des choses. La formulation de l'hypothèse nulle. Maintenant, l'hypothèse alternative, c'est quoi? C'est dire H1, c'est θ différent de θ0. C'est le contraire de l'hypothèse H0. Maintenant, variable de décision. La variable de la décision du test correspond à l'estimateur de θ qui est θ chapeau. La règle de décision est exprimée comme suit. Si l'échantillon appartient à A, alors on accepte H0. Si l'échantillon appartient à R, la région le A c'est la région d'acceptation, le R c'est la région de rejet. Alors on rejette H0. Maintenant, on a des formes de tests statistiques. Le test bilatéral, le test unilatéral à gauche et le test unilatéral à droite. Par rapport à ces formes de tests, on va les définir à partir de notre exercice. D'après l'exercice, on définit si on est dans le cas d'un test bilatéral ou bien un test unilatéral à gauche ou bien un test unilatéral à droite. Et chacun se travaille d'une manière séparée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un test bilatéral? Il est exprimé comme suit. On a notre hypothèse H0 où le θ est égal à θ0. L'hypothèse H1, c'est θ différent de θ0. D'accord? Donc, la règle de décision peut être représentée par. Si θ est égal à θ0, là, on est sur la région d'acceptation de H0. Si θ est inférieur à θ0, là, on est sur une région de rejet de H0. Si θ est supérieur à θ0, on est encore dans une région de rejet de H0.
Ça veut dire on est intéressé par le fait que θ soit égal à θ0. D'accord? Sinon, on va rejeter notre hypothèse nulle. Alors, A1 et A2 sont les valeurs qui délimitent la région d'acceptation telle que la probabilité que θ0 soit comprise entre A1 et A2 est 1 moins alpha. Maintenant, le test unilatéral à gauche, il est exprimé comme suit. Vous avez H0 où le θ est égal à θ0, mais le H1, θ inférieur à θ0. D'accord? Donc là, notre région de rejet de H0 est celle-là, θ inférieur ou égal à θ0. La région d'acceptation est θ supérieur ou supérieur strictement à θ0. Pour le test unilatéral à droite, il est exprimé comme suit. Vous avez le H0, c'est θ égal à θ0. Le H1, θ supérieur à θ0. La règle de décision peut être représentée par, alors θ0 inférieur à θ, région de rejet. Si vous avez le θ qui est inférieur ou égal à θ0, la région, c'est là la région d'acceptation. De toute façon, quand on va passer à la partie d'exercice, on va mieux concrétiser tout ce qu'on est en train de voir. Procédure de test statistique. Alors là, d'une manière générale, comment on fait pour effectuer un test statistique? La première étape à faire, c'est la formulation de H0 et H1. On dit que voilà, notre hypothèse H0, elle est définie comme suit. L'hypothèse H1, elle est définie comme suit. Comme vous avez déjà vu, le θ égale à un certain θ0. H1, ça dépend si vous avez un test bilatéral à θ différent de θ0 et si vous avez un test unilatéral à droite ou bien un test unilatéral à gauche. Maintenant, deuxième étape, la précision de conditions d'application. Ça veut dire le seuil de signification, vous le précisez, la taille de la population, la taille de l'échantillon. Il faut préciser toutes ces données. L'étape 3, détermination de la variable de décision et sa loi de probabilité, la loi avec laquelle on va travailler. L'étape 4, c'est le calcul de région ou intervalle d'acceptation. Et vous voyez là, c'est la même base avec laquelle on travaillait l'estimation par intervalle de confiance. D'accord? Vous allez voir ça. L'étape 5, c'est la prise de décision. Alors, si la variable de décision appartient à A, alors appartient à A, ça veut dire la variable de décision appartient à la région d'acceptation. Alors, on accepte H0. Si la variable de décision n'appartient pas à la région d'acceptation, alors on rejette H0. Maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est d'une manière générale. On va encore passer au test de la moyenne. Et d'ailleurs, pour le test de la moyenne, c'est le seul test qu'on va faire. On ne va pas faire le test de la variance, on ne va pas faire le test de la proportion. On va faire que le test de la moyenne. Donc, étant donné une population au sein de laquelle un échantillon est prélevé, notons par M la moyenne de la population et X bar la moyenne de l'échantillon. Supposons que la vraie valeur de M est inconnue. D'accord? Par rapport à la moyenne, c'est la moyenne de la population. Voilà, notons M, la moyenne de la population. X bar, c'est la moyenne de l'échantillon. Pour nous, la moyenne de la population, elle est inconnue. D'accord? Et on va dire que, voilà, la moyenne de la population globale, c'est M0. Est-ce que notre hypothèse est vraie? Pour ceci, il faut effectuer le test statistique. Est-ce que c'est clair maintenant? Attribuons une valeur M0 à M et testons la validité de cette hypothèse. Maintenant, la formulation de test de la moyenne. Vous avez les cas. Les formes du test sont le test bilatéral, unilatéral à droite et le test unilatéral à gauche, qui sont donnés respectivement par F1, F2 et F3. Alors, le F1, le premier test, c'est le test bilatéral. Alors, le choix entre ces trois tests dépend de la situation de l'exercice. Si vous êtes dans un exercice où vous avez à utiliser un test bilatéral, vous allez prendre cette forme. Si vous utilisez un test unilatéral à droite, vous allez prendre cette forme. Et si vous avez dans le cas, vous êtes dans un exercice, dans le cas où vous avez un test unilatéral à gauche, vous allez prendre cette forme. Donc, H0 ou M égale à M0 pour les trois, vous voyez. Mais la question change pour l'hypothèse alternative. Pour le bilatéral, vous avez M différent de M0. Pour le unilatéral à droite, vous avez M supérieur ou égal à M0. D'accord? Et pour le test unilatéral
latéral à gauche, vous avez le M qui est inférieur ou égal à M0. Maintenant, précision des conditions d'application. Il s'agit à ce niveau de préciser la valeur du seuil de signification, la taille de la population N et la taille de l'échantillon. Et d'ailleurs, vous l'avez tout le temps dans l'exercice, c'est le risque d'erreur, d'accord? Le seuil de signification. Détermination de la variable de décision. Alors, comment faire pour déterminer la variable de décision? C'est par exemple, dans notre cas, la moyenne de l'échantillon. La variable de décision est l'estimateur de M qui est X bar dans ce cas. C'est la moyenne de l'échantillon. Pour déterminer sa loi, il faut distinguer deux cas. Alors là, on va revenir au cas qu'on avait vu ensemble dans la partie de l'estimation. Le cas de la distribution de la population est normal. Alors, lorsque vous avez une population qui suit la loi normale. Alors, si X suit la loi normale de paramètres M et sigma, où M et sigma sont respectivement la moyenne et l'écart type, alors on a deux cas. Si l'écart type est connu, moi je parle de l'écart type de la population globale. Si l'écart type est connu, alors X bar suit la loi normale de paramètres M et sigma sur racine de N. Si sigma est inconnu, là on a deux cas. Si N est supérieur à 30, alors X bar suit la loi normale de paramètres M et S chapeau sur racine de N. Et si N est inférieur à 30, alors X bar moins M sur S chapeau sur racine de N suit la loi de student. D'accord? Alors, vous avez, de toute façon, ceci vous facilite ou bien vous résume tout ce qu'on avait vu avant. Ça vous aide à mieux le mémoriser. C'est d'ailleurs les mêmes cas qu'on avait vus ensemble dans la partie estimation pour l'estimation par intervalle de confiance de la moyenne. Maintenant, deuxième cas, excusez-moi, là c'est K2, c'est pas K1. La distribution de la population est quelconque. On ne connaît pas la loi de la population, voilà, mais le N est supérieur à 30. Alors là, on a encore deux cas. Si l'écart type est connu, X bar suit la loi normale. Si l'écart type est inconnu, X bar suit la loi normale aussi, mais de paramètre M. Et si S chapeau se racine de N. Et vous vous rappelez bien, S chapeau, sa formule, c'était quoi? On l'appelle l'écart type corrigé. Donc là, c'est par rapport à la loi de la population globale, parce qu'on a intérêt à déterminer la loi avec laquelle on doit travailler. Maintenant, le calcul de la région ou l'intervalle d'acceptation. Pour le test bilatéral, là, ça change. Pour le test bilatéral, la formulation de ce test d'hypothèse est comme suit. Vous avez le H0 où M est égal à M0, d'accord? La moyenne de la population globale est égale à une certaine valeur. Le H1, M est différent de M0. Vous vous rappelez, c'est la base du test bilatéral. Maintenant, la région ou l'intervalle d'acceptation dépend de H1. Alors, il existe deux valeurs critiques, A1 et A2, telles que sous H1, il y a 1 moins alpha % de chance que la moyenne se situe à l'intérieur de l'intervalle A1, A2. Alors, cherchons l'intervalle d'acceptation. I acceptation, c'est quoi? C'est A1, A2. Alors, les A1 et les A2, ils sont quoi? Alors, c'est ce qu'on avait travaillé dans la partie de l'estimation. Sous l'hypothèse H0, X1, X bar suit la loi normale de paramètre M0 sigma sur racine de N. Automatiquement, on va faire revenir en une loi normale centrée réduite. Donc, c'est X bar moins M0 sur sigma sur racine de N suit la loi normale centrée réduite. Donc, là, vous avez votre T qui suit la loi normale centrée réduite et Z de 1 moins alpha sur 2, c'est la variable c'est la valeur de la variable normale centrée réduite telle que vous avez ceci. La probabilité que T soit compris entre ces deux valeurs est égale à 1 moins alpha. Alors là, c'est juste la démonstration. La valeur ou bien la formule de la région d'acceptation avec laquelle vous allez travailler, c'est celle-là. Ne vous en faites pas pour tous ces calculs, c'est juste la preuve. S'il y a des personnes qui veulent travailler cette démonstration, c'est bien. Mais sinon, vous pouvez directement aller à la formule de votre région d'acceptation. Et si vous allez faire la remarque, là, c'est la formule de la région d'acceptation est la même que l'intervalle de confiance. Mais ceci, c'est pour le test bilatéral. Pour le test bilatéral, on a les deux bornes. D'accord? Mais pour le unilatéral, on va voir qu'on ne garde qu'une seule borne, soit celle-là, soit la borne qu'on a ici. On va voir ça ensemble. Maintenant, si sigma est inconnu et n supérieur à 30, vous allez remplacer le sigma par S chapeau. Sinon, on garde les deux bornes comme elles sont.
sigma inconnu et n inférieur à 30, on aura la loi de Soulen. Donc, au lieu d'avoir z, on aura le t, d'accord, à n-1 degré de liberté. Et on garde le S chapeau puisque le sigma il est encore inconnu. Ceci, c'est pour le test bilatéral. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez une question? Alors, je sais que peut-être que par rapport à tout ça, vous allez constater que c'est encore théorique, mais que lorsqu'on va faire les exercices, vous allez voir, il faut juste se concentrer sur des choses essentielles, la formulation des deux hypothèses, le choix de la variable de décision, la loi avec laquelle on va travailler, on l'a déjà traité dans la partie de l'estimation, le calcul de la région d'acceptation ou l'intervalle d'acceptation, on l'a déjà aussi travaillé dans la partie de l'estimation. Donc, il y a que des choses qu'il faut ajouter par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Bien, on continue. Alors, test unilatéral à droite. La formulation de ce test est comme suit. Alors là, vous avez M égale à M0 et pour H1, M supérieur strictement à M0. La région ou l'intervalle d'acceptation dépend de H1. Alors, il existe une valeur critique A telle que sous H1, il y a 1 moins alpha pour cent de chance que la moyenne calculée se situe à l'intérieur de l'intervalle moins à l'infini A. Donc, cherchons l'intervalle d'acceptation tel que la probabilité que x bar soit inférieur ou égal à A est égale à 1 moins alpha. Alors là, on va faire la même procédure. La région d'acceptation maintenant, la première borne, on ne va pas l'écrire. On va écrire à sa place moins l'infini. On ne garde que la deuxième borne. Cependant, là, on n'aura plus 1 moins alpha sur 2, c'est 1 moins alpha. D'accord? Ce sont les changements qu'on pourrait avoir. Sinon, par rapport si sigma est inconnu, on aura à la place de sigma, on aura un S chapeau. D'accord? Qu'il faudra calculer. C'est la région d'acceptation et pour les autres parties, on les garde comme comme elles sont. Donc, test unilatéral à gauche, vous avez le M qui est égal à M0 et M inférieur strictement à M0. Et là, pour la région d'acceptation, il est écrit sous la forme A plus alpha, pardon, l'infini. Donc, pour notre intervalle de confiance, c'est le même que la région d'acceptation, sauf que à la place de la deuxième borne, on va écrire plus l'infini. Et ici, on a moins z de 1 moins alpha. Maintenant, la règle de décision, c'est quoi? Après le calcul de x bar, on applique la règle suivante. Si x bar, c'est-à-dire la taille de la moyenne de l'échantillon, appartient à la région d'acceptation, on accepte H0. D'accord? Là, il manque H0. Si x bar, la moyenne de l'échantillon n'appartient pas à la région d'acceptation, dans ce cas, on rejette l'hypothèse H0. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette partie du cours. Donc, là, il nous reste que les exercices à faire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Non, madame. C'est bon? Bien. Donc, voilà, c'est ce qu'on aura à voir par rapport à cette séance.